Ce que je voudrais évoquer avec vous, c'est vraiment ce que Léo appelait la notion de risque, mais essayer de la substancier et voir comment elle est reliée à la recherche sur la maladie d'Alzheimer, à l'état actuel de la recherche sur la maladie d'Alzheimer plus précisément. Alors le premier point, le premier élément qui est important, c'est de bien prendre conscience que malgré l'impression que l'on a que les choses n'avancent pas dans le domaine de la recherche sur la maladie d'Alzheimer, elles n'ont jamais autant avancé qu'au cours de ces 10 dernières années. À côté de ça, ce qu'attendent les gens en général de la recherche, c'est des solutions, et on peut le comprendre. En revanche, ce qui en concerne la recherche médicamenteuse et thérapeutique, tous les essais qui ont eu lieu jusqu'à un passé récent, c'est-à-dire jusqu'à décembre 2016, se sont révélés malheureusement sans effet clinique chez les patients. Donc autant dire sans effet. Alors, pourquoi est-ce que je dis qu'il y a quand même des progrès fantastiques de la recherche? Parce que ces médicaments, ils sont quand même partis sur des hypothèses de recherche qui certes remontent au début des années 2000, alors peut-être que les choses ont évolué ou pas. Et les progrès qui ont été faits au cours des 10 dernières années, c'est sur l'histoire de la maladie, avec une question qui se pose, alors qui est peut-être fausse, mais il faut qu'on le vérifie, c'est est-ce que lorsque l'on considère qu'une personne a une maladie d'Alzheimer, qu'on fait le diagnostic, est-ce que c'est à ce moment-là que la maladie commence? Visiblement, non. Toutes les études tentent à montrer que ça commence bien des années avant. Donc la question qu'on se pose, c'est qu'on se dit que finalement, si vraiment par rapport à toutes les notions qui émergent en termes de recherche sur la réserve cognitive, sur les capacités de résistance à la maladie, est-ce que l'apparition des symptômes ne serait pas juste le témoignage que finalement le cerveau qui a lutté pendant des années sur une maladie qui commencerait 20 ans avant n'est plus capable de lutter? Donc stopper une maladie, même si elle continue à progresser, à un moment où on n'a plus les forces pour la résilience nécessaire à retrouver des fonctions, peut-être que l'utilisation du traitement à ce moment-là n'est pas idéale. Alors peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, on n'en sait rien, peut-être que c'est les hypothèses thérapeutiques qui sont fausses également, mais tant qu'on ne l'a pas vérifié, on n'est pas capable de le dire à ce jour. D'où l'idée de se dire, finalement, ce qui serait bien, c'est d'avoir une vision différente de la maladie, considérer que les gens ne sont pas uniquement malades à partir du moment où on a posé le diagnostic, mais leur maladie commencerait bien avant. Et quand on a ce genre de phénomène, on appelle ça de la prévention secondaire, c'est-à-dire qu'on dépiste une maladie chez une personne pour la traiter avant que les signes cliniques n'apparaissent. Alors ça, c'est facile quand c'est un taux de cholestérol, par exemple, une maladie cardiovasculaire. C'est beaucoup plus compliqué que pour une maladie d'Alzheimer. Donc l'idée, ce serait réellement de voir s'il est possible, par un moyen ou un autre, d'agir avant que le cerveau ait dépassé ses capacités de compensation. Alors pour ça, les chercheurs ont inventé un tas de choses qui sont ce qu'on appelle les biomarqueurs. L'exemple a été pris tout à l'heure. Un biomarqueur, c'est quoi? C'est juste un marqueur, alors la plupart du temps de nature biologique, qui permet de savoir si vous avez un processus qui est en cours dans votre organisme, alors que votre organisme, apparemment, ne l'exprime pas. Alors, il existe aujourd'hui, et il y a toute une recherche qui est développée là-dessus, un grand nombre de biomarqueurs qui vont en fait cibler essentiellement ce qu'on attend finalement dans le cerveau des patients pour faire le diagnostic, c'est-à-dire essentiellement toutes les composants biochimiques des plaques amyloïdes et les composants biochimiques des dégénérescences neurofibrillaires. Donc se sont développés depuis maintenant 5-6 ans un nombre incalculable de biomarqueurs qui font que dans la plupart des études, qui ne sont pas, je le répète, des études en population générale, et on y reviendra tout à l'heure, mais qui sont généralement des études de cas. On prend des cas, puis on regarde comment ça se passe chez les cas. On détermine à ce moment-là des valeurs qu'on va appeler prédictives, qui vont être positives si le diagnostic est fait, négatives si le diagnostic est exclu, dans des populations qui sont des populations de cas. Alors ça a un très très gros intérêt, ces valeurs prédictives positives, c'est que ça oriente un clinicien lorsqu'il va voir dans une situation un patient, dans sa consultation, il va voir le signe, il va dire ça augmente de temps la probabilité de... Donc ça, alors en fait, il ne va pas faire comme ça, il va raisonner intuitivement, il va dire tiens, je suis plus enclin à penser que c'est ça qu'autre chose, étant donné qu'il a ce biomarqueur. Le gros problème de la valeur prédictive positive et négative, qui est quasiment toujours utilisée dans ces études, c'est que ça dépend de la fréquence de la maladie dans la population. Si vous êtes dans une population où la fréquence d'une maladie donnée est importante, grosso modo, même avec un mauvais test, vous allez détecter beaucoup de cas.
Si vous êtes dans une population qui est la population générale où le nombre de cas est de beaucoup inférieur, si vous avez un mauvais test, vous allez avoir une très mauvaise valeur prédictive positive. Donc qu'est-ce qui se passe? Tous les papiers qui sortent actuellement vous disent que ça y est, c'est le biomarqueur qui fait le diagnostic, qui fait le machin, qui fait le truc, alors qu'en fait, ils ont testé ça dans des populations où même un mauvais biomarqueur trouverait les cas, puisqu'ils sont tous là déjà. Premier point sur la relativité des biomarqueurs. Le deuxième point, c'est est-ce que vraiment la nature du biomarqueur est importante ou pas? Alors je vais prendre un exemple, alors on va me reprocher que c'est un cas, enfin non, c'est pas un cas, il y a plusieurs cas qui sont comme ça. Vous avez certainement entendu parler de l'étude de David Snowden sur les nonnes. 678 religieuses américaines de l'école des Sœurs de Notre-Dame, qu'il a suivi pendant 25 ans. Et il a suivi jusqu'au bout, jusqu'à l'obtention du cerveau. Donc il les a étudiées, ses performances intellectuelles. Alors il y a toujours des histoires. Alors elle performait plutôt bien. Et il y en a une qui s'appelait Sœur Marie, puisqu'elle est décédée, à l'âge de 101 ans. Alors c'est une sœur qui faisait de l'enseignement. Elle était prof de mathématiques. Elle formait à la fois dans l'école des Sœurs de Notre-Dame les autres nonnes, et puis après, quand elle était en retraite de l'école des Notre-Dame, elle est allée continuer à enseigner les maths chez les enfants dans les classes, dans le développement, jusqu'à l'âge de 84 ans. Alors, au moment de son décès, donc cognitivement parfaitement normal. Au moment de son décès, en autopsie, et aux surprises, elle avait le cerveau bourré de plaques. Bon. Or, aujourd'hui, le biomarqueur qui est potentiellement utilisé, c'est la charge amyloïde. Alors, maintenant qu'on a ça, ces différents éléments, on va voir comment est-ce que du coup, on va répondre à la première question, tester un traitement avant l'apparition des signes. Donc pour tester un traitement avant l'apparition des signes, vous allez prendre des gens qu'on qualifie, alors toujours dans les consultations, pas dans la population générale, de pré-symptomatiques ou d'asymptomatiques, de prodromaux, de MCI, enfin d'atteinte cognitive légère, et vous allez les inclure dans cet essai-là. Vous allez essayer de les traiter le plus longtemps possible, parce que c'est quand même long. Déjà, quand vous avez des patients atteints de maladie d'Alzheimer, il faut 2 à 3 ans de suivi pour savoir si vous modifiez les paramètres. Mais vous les prenez encore 5 ans avant si vous attendez l'incidence. Parce que ce que vous espérez, c'est repousser l'âge de la maladie. Il faut les suivre suffisamment longtemps pour avoir assez de cas pour dire si c'est efficace ou pas, au bout du compte, d'événements, si c'est efficace ou pas. Ensuite, vous allez quand même prendre des gens chez qui vous savez qu'il y a une maladie d'Alzheimer et vous allez leur donner un placebo. Et puis vous n'allez pas leur donner le placebo pendant 6 mois, vous allez leur donner le placebo pendant 5 ans. Ensuite, vous ne saurez toujours pas si vous l'avez donné assez tôt. Et puis, enfin, si c'est négatif, c'est-à-dire s'il ne se passe rien, est-ce que ça veut dire que ça marche ou que ça ne marche pas? Alors vous imaginez que les biomarqueurs sur lesquels on va sélectionner ces personnes, ça va être les biomarqueurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Essentiellement aujourd'hui, la charge amyloïde. Alors, il y a des biomarqueurs de protéines tau par ponction lombaire et autres qui commencent à être faits, mais il n'y a toujours pas de biomarqueurs tau. Et aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qui va se passer. C'est-à-dire que 30% de la population de plus de 70 ans aujourd'hui, à l'utilisation du PET scan tau pour la de charge amyloïde, sont positifs. De ces 30% de positifs, jusqu'à présent, plutôt un petit nombre développe une maladie d'Alzheimer. Donc, on va avoir un gros problème qui est, est-ce qu'on est sûr que ces gens vont développer une maladie d'Alzheimer? Alors, on peut vous dire que oui, etc., mais il va absolument falloir vérifier ça en population générale, ce qui n'est pas fait pour l'instant. C'est-à-dire que la valeur prédictive de ces biomarqueurs en population générale, qui est en fait la situation dans laquelle on va se retrouver, n'est pas fixée aujourd'hui. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des gens qui sont dans des populations qui fréquentent ce qui est en rapport avec la maladie d'Alzheimer, les consultations mémoire, alors nous c'est ce qu'on fait, je ne cache pas, ou alors des aspects familiaux. Mais est-ce que ça va répondre à la question qu'on se pose, justement, en population générale? Donc, c'est bien de faire des biomarqueurs, c'est important de faire ce genre d'approche. Encore faudrait-il connaître la valeur exacte prédictive de ces biomarqueurs. Donc c'est un peu le risque qu'on a là-dessus. Le deuxième point, je l'évoquais tout à l'heure, c'est la durée de ces essais. Elles vont être forcément longues. Donc il va falloir bien réfléchir à qui on va recruter dans ces essais et le délai qu'il va falloir mettre en œuvre. Alors, les épidémiologistes, ce qu'ils aiment bien, c'est si c'est trop long, parce que je n'ai pas assez de cas au total, si j'en ai plus, si j'ai plus de monde, je raccourcis mon temps.
Donc, on est vraiment sur des notions où les essais, à mon avis, doivent être à une échelle internationale sur de très, très grands effectifs. C'est le moyen de réduire le délai d'observation pour avoir suffisamment de cas pour répondre. Donc, ça suppose qu'un essai ne doit pas être uniquement loco-local, loco-régional ou national, il doit être obligatoirement international. Alors, nos amis du cardiovasculaire l'ont très bien compris. Maintenant, ils ne font plus que ça. Il n'y a pas d'essai à moins de 10 000, 15 000, 30 000 ou 50 000. Alors, eux, ce n'est pas pour les mêmes raisons. Pourquoi ils ont autant de sujets? C'est parce que maintenant, les traitements sont tellement bons dans le cardiovasculaire que s'ils veulent sortir un nouveau, l'effet apporté va être tellement faible qu'il va leur falloir beaucoup de sujets pour le démontrer. Mais voilà, utilisons ces approches qui pourraient être intéressantes. Et en plus, dans un essai de prévention. Le dernier point, c'est, sur un plan éthique, est-ce qu'il est légitime de laisser pendant 5, 6, 7 ans des gens sous placebo? Parce qu'il va falloir les laisser sous placebo dans ce contexte. Dernier point, la prévention. Parce que qui dit dépistage, qui dit prévention secondaire, dit aussi prévention primaire. Et vous savez peut-être que, là encore, les épidémiologistes ont montré que, apparemment, dans les pays à haut niveau de revenus, l'incidence de la maladie semblerait diminuer. Alors, je réponds tout de suite à la question, tiens, il ne va plus y avoir de cas, etc. Non. L'épidémiologie, c'est comme les problèmes de baignoire, d'accord? Vous avez une baignoire, elle est pleine d'eau, ça, c'est le niveau du nombre des malades. Vous avez deux façons de maintenir ce niveau d'eau. Soit en ouvrant le robinet, soit en le fermant, soit en ouvrant la bonde, soit en la fermant. Alors, le robinet, c'est l'incidence et le nombre des nouveaux cas. C'est ce qui est en train de baisser, donc on a baissé un petit peu le robinet. Le seul problème, c'est le circuit d'évacuation. Vous savez, c'est la bonde. C'est ce qu'on appelle l'espérance de vie. Elle est en train de monter beaucoup plus vite. Donc, dans tous les cas, le niveau de l'eau, il reste au moins au même niveau, si ce n'est, il va augmenter. Mais sur le plan des mécanismes, c'est vraiment intéressant parce qu'on a cette notion, il se passe quelque chose. Alors au début, les premiers qui ont fait ça, c'est les Hollandais, c'est la Rotterdam Study qui, 2012, sort un papier disant, tiens, j'ai l'impression que la cohorte 80 d'âge et la cohorte 90, il y a moins de... Alors tout le monde dit, ouais, où est le biais? Tout le monde cherche le biais, vérifie dans ses données, s'aperçoit qu'il trouve la même chose. Alors soit on a tous les mêmes biais, soit il se passe réellement quelque chose. Et l'année passée est sorti le papier d'étude d'enquête de Framingham, là encore nos amis du cardiovasculaire qui viennent nous aider, une grosse expérience, donc suivie depuis 1947, alors c'est pas la même étude que Rémi évoquait tout à l'heure, je referai une petite insert sur ces études-là dont on parle, parce qu'elles ont quand même leur utilité objectivement, même si Aristote savait déjà tout ça avant. Il y a plein de choses qu'on sait avant, mais c'est pas forcément pour ça qu'elles sont vraies, vous voyez ce que je veux dire, donc il faut quand même le vérifier de temps en temps. Ou au moins de pouvoir, parce que je pense que la nature là, c'est pas de vérifier ça, on le sait, je fais ma parenthèse, je la fais tout de suite, c'est vraiment d'avoir des éléments à partir de ces études qui vont nous permettre de définir des variables qu'on va pouvoir réintroduire dans notre site pour justement tenir compte du fait que si votre ami n'est plus votre ami, c'est qu'il n'était pas au départ, d'accord? Voilà. Donc c'est ce genre d'éléments qu'on cherche à quantifier. Donc je reviens à Framingham, et qu'est-ce qu'on voit? Ils font des tranches de 10 ans, ils ont 40 ans de suivi, et de 10 ans en 10 ans, à peu près 5 à 10% de baisse de l'incidence. C'est les taux relatifs, ce n'est pas le nombre absolu de la baisse de l'incidence, mais le taux baisse lui-même de 5 à 10% par an. Donc il existe quelque chose. Deuxième question, mais comment ça se fait? Alors on regarde quels sont les facteurs qui pourraient être là-dessus, et à peu près dans tous les pays, parce que ça varie sur les pays, on en trouve un qui est majeur, c'est l'éducation. Si vous regardez en France ce qui se passe, alors les résultats sont un peu moins nets en France, mais il y a une baisse de l'incidence chez les femmes, c'est l'étude PACWID et l'étude des 3 cités, pas chez les hommes. Enfin, on ne la détecte pas, il y a un problème de puissance, probablement. En revanche, pourquoi chez les femmes? Parce qu'en France, c'est le niveau d'éducation des femmes qui a le plus progressé sur les différentes phases de ces différentes études. D'accord? Alors, ça, c'est l'interprétation qu'on en a a posteriori, mais c'est un peu ce qui est retrouvé aux États-Unis, c'est ce qui est retrouvé au Danemark également, c'est-à-dire l'impact de l'éducation. Regardez la référence avant 45, c'était quoi la référence en France? C'était le certificat d'études. Après 45, c'est le bac. Alors on a beau dire que le bac est dévalorisé, machin, mais c'est quand même 4 ans à l'école en plus, quoi. C'est 4 ans de stimulation, même si on est un vrai cancre toute l'année, il y a forcément un effet positif. Les autres facteurs qui sembleraient être impliqués, c'est les facteurs de risque vasculaire. Du coup, on commence à avoir des idées, et au mois de juillet, le Lancet a fait une réunion à Londres dans laquelle il a expliqué que, voilà, ce serait peut-être temps maintenant de commencer à prévoir des plans de prévention en population générale sur l'éducation, sur les facteurs de risque vasculaire, sur un autre facteur dont on parle assez peu, sur lequel ils ont fait une étude spécifique à cette occasion-là, qui est l'appareillage de la surdité. Donc, est-ce qu'il ne serait pas important de mettre tout ça en place? Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que si on fait un essai dans lequel on va regarder l'intérêt d'un médicament d'un côté par rapport à un placebo, il ne faut pas qu'il y ait des effets de dilution, qu'il y ait des effets qui soient apportés par d'autres interventions. Or, les interventions dont on parle actuellement, donc le NICE et le Lancet commencent à réfléchir à savoir si on ne va pas laisser ça en Angleterre. L'Académie des sciences américaines a sorti
un rapport au mois de juin dernier, enfin à la fin du mois de juin, se posant les mêmes questions, savoir s'il n'y a pas des actions à faire. La France, sur saisine de la DGS, a demandé au comité pour la santé publique, au Conseil pour la santé publique, de commencer à se poser la question, savoir si en France il ne serait pas utile de faire ce genre de choses. Donc ça veut dire qu'en plus, si vraiment il se passe quelque chose, si vraiment il y a un élan qui est lancé sur la prévention, on va avoir énormément de mal à voir comment, dans un groupe placebo où théoriquement il ne doit rien se passer, on va pouvoir définir précisément l'effet du médicament. Bon, plein de questions. Maintenant, quelques pistes de solutions. Alors, la première, c'est est-ce que vous avez envie de faire un essai dans lequel on vous dit, que vous allez être atteint d'une maladie dont vous n'aviez même pas conscience dans les 5 à 10 ans, 2, que c'est même pas sûr qu'on fasse quelque chose pour vous pendant les 7 ans ou 8 ans dans lesquels vous avez participé à l'essai. 3, je ne vous parle pas des effets indésirables qui pourraient arriver, alors que peut-être vous n'avez même pas la maladie, vous avez juste une charge amyloïde importante et vous avez de telles capacités de réserve cognitive qu'à terme, vous n'auriez même peut-être pas fait votre maladie. Donc du coup, la question qu'il faut se poser, c'est plus une question du chercheur. C'est aussi une question de la population des malades et la population des non-malades. Donc ça, c'est le premier point, et on a des exemples comme ça. Je fais partie du World Dementia Council, où dans ce concile, on a des patients. Ça change la nature du débat, je peux vous le garantir. Quand on se pose des questions sur la prévention ou sur les traitements, ça change totalement la nature du débat, parce que là, on n'est plus sur une discussion sympathique de salon où on se demande si finalement les agences vont accepter de reconnaître le biomarqueur truc chouette pour pouvoir l'autoriser dans le cadre de l'essai. Ils s'en foutent, ils veulent qu'on n'y aille pas. Comme ils disent, c'est notre problème, ça c'est vos affaires, nous on veut y aller. Mais ce n'est pas évident, parce que même avec cette volonté, vous avez toujours une autorité de régulation qui va vous dire qu'à la limite, vous n'êtes qu'un citoyen lambda, vous n'avez qu'à vous soumettre à la notion de citoyen lambda. Donc, des mouvements qui démarrent. Le deuxième, c'est la participation également du public, du grand public. Et pour ça, il faut acculturer le grand public, et il y a quand même beaucoup de travail à faire, parce que, en gros, tout le monde va être concerné, si ce n'est déjà fait. Et puis après, c'est faire vraiment des tests, à mon avis, ça ne peut pas être des tests locaux. Là, on voit, il y a des exemples d'essais de prévention. Il y a Finger, pour ceux qui les connaissent, MAPT, qui sont des essais où on fait de l'intervention, de la stimulation multidomaine. Ils sont très bien, ces essais, ils sont très bien montés, mais ils sont trop petits. Ils sont trop hétérogènes dans leur recrutement. Pour vraiment que ça marche, il faudrait qu'il y ait des yeux. Alors, il y a tout un programme autour de Finger qui est en train de se développer, là. Ils sont en train de réfléchir à ça, pour commencer à avoir des réponses. Donc, pour finir, la question va se poser non seulement pour le chercheur, mais pour le patient, va se poser non seulement pour le chercheur et le patient, mais pour le public, et va se poser également au niveau des politiques et de santé publique et des stratégies que vont développer les États pour réaliser ces essais. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que aujourd'hui, ce qui manque pour lancer des grands programmes de prévention avec tout ce qu'on a, c'est vraiment l'essai dans lequel on montre qu'il y a vraiment un bénéfice. Il n'y a personne. Et croyez-moi, j'ai essayé de militer pendant près de 10 ans dans le cadre de l'Europe pour trouver des gens qui seraient capables de financer un tel essai. Il n'y a personne qui est prêt à financer ça. Certainement pas un laboratoire, parce que la plupart des médicaments qu'on va utiliser pour traiter les maladies cardiovasculaires, ça va être du générique. On prend un peu de statine, un peu de diurétique, un peu d'ACE. On n'arrive pas à lever d'argent là-dessus. Alors, il y a certains États qui sont d'accord, ok, si je mets 10 000 euros, ça va aller. Non, c'est pas ça. Si vous voulez une réponse, ça va. Donc, on n'arrive pas à convaincre pour l'instant. Donc, c'est une des très grandes limitations. Alors, je vais juste conclure par un épidémiologiste qui a défrayé la chronique en son temps, qui s'appelait Snow, et qui, en 1854, alors qu'on ne savait pas, la thèse microbienne n'existait pas. Il y a une épidémie de choléra dans le quartier de Soho à Londres, à Brock Street. Et puis, les gens meurent, 600 personnes meurent. Alors, bien sûr, on se dit, à l'époque, c'était la théorie des miasmes. Vous savez, le mauvais air là, qui venait infecter avec la peste noire, tout ça. Et puis, lui, il fait un truc. Il va, avec le révérend local, identifier la localisation géographique des morts. D'accord ? Il voit un truc incroyable, il voit qu'il y a une concentration et un gradient de diminution des morts autour d'un point d'eau. Parce qu'à l'époque, le quartier de Soho n'avait pas encore eu l'eau courante et ils n'avaient pas les égouts. Donc les gens avaient des sources, des pompes à eau qui étaient mises centralisées. Donc il voit un source d'eau. Il écrit au maire de Londres pour lui dire, voilà, je crois qu'il y a ça. Alors, il fait, pourquoi? Parce que ce n'est pas les miasmes, c'est l'eau. Et puis il était tellement convaincant avec son petit graphique, avec ses petits dessins, que le maire de Londres décide de fermer cette pompe. Et fin de l'épidémie sur les 2 mois qu'on suit. Alors, juste pour vous dire, 1854, ce n'est que 30 ans après,
Robert Koch va découvrir le bacille du vibrion cholérique. Je vous remercie de votre attention.